Bienvenue sur l'Africaine, nous sommes votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au secteur aérien. Notre dossier du jour sera quant à lui consacré au personnel navigant et au manque de formation sur le continent africain. Et au sommaire également de cette ANR en Algérie, le gouvernement dévoile son avant-projet de révision constitutionnelle. Quelles sont les véritables modifications? Nous en parlerons au cours de cette émission et nous connaissons désormais le nom du nouveau Premier ministre burkinabé. Roch Kaboré a désigné Paul Kabatieba pour former son gouvernement. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Nos éditorialistes Malik Hacher. Malik, bienvenue parmi nous. Merci Amira, et je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Bonne année à vous. Merci. Également. Merci. Et Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous ce soir et puis bonne année puisque c'est votre première à vous aussi. Merci Amira, c'est un bonheur de vous retrouver en ce début d'année sur ce plateau de l'ANR et puis bonne année à vous et à nos très chères téléspectatrices. Qu'on n'a pas oublié depuis le début de la semaine, Alfred. Je tiens à Merci préciser. infiniment. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le gouvernement algérien a dévoilé ce mardi 5 janvier les grandes lignes de l'avant-projet de la révision de la Constitution. Entre scepticisme et bonne foi du pouvoir en place, les Algériens sont partagés. Pour certains, la nouvelle mouture de la loi fondamentale pourrait apporter un changement dans la gouvernance du pays, les autorités annonçant une nouvelle ère démocratique. Pour les autres, il ne s'agit que d'une mascarade. On fait le point avec ce sujet de Déo Gracias Podo. L'avant-projet de la nouvelle constitution algérienne a été publié mardi 5 janvier 2016 par les autorités. Ces dernières ont annoncé une nouvelle ère démocratique dans le pays. Entre l'imitation du mandat présidentiel, les pouvoirs de l'opposition et du Parlement ou encore la protection des libertés individuelles, la future loi fondamentale a été soumise à l'approbation des parlementaires. Cette constitution n'a de nouveau que la reconnaissance du Tamazight. Sinon, c'est une constitution qui revient sur des acquis avant qu'en 2008, justement, Abdelaziz Bouteflika ne remette en question la constitution précédente. Donc là, je veux dire qu'on revient à l'ordre constitutionnel normal autour de deux mandats électifs pour le président de la République. Dans ces grandes lignes, le nouveau texte prévoit, entre autres, un retour à une limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, la création d'une haute instance nationale indépendante pour la surveillance des élections et oblige le chef de l'État à consulter la majorité parlementaire avant de désigner son Premier ministre. La mouture de la nouvelle loi fondamentale prévoit également d'inscrire le tamazigh, la langue berbère, comme langue nationale et officielle. On peut imaginer effectivement que cette constitution, lorsqu'elle sera adoptée, va consacrer finalement, comme une sorte de testament politique que Abdelaziz Bouteflika veut laisser à la classe politique algérienne. À l'élection présidentielle prochaine, on ne sait pas qui sont les candidats, mais on peut s'interroger justement sur la capacité de l'opposition à pouvoir constituer une force d'alternance crédible, solide et efficace en Algérie. Les réactions se multiplient depuis l'annonce du projet de nouvelle constitution. Dans les rangs de l'opposition, plusieurs leaders politiques se sont montrés plutôt sceptiques sur la bonne foi des autorités. Le texte de l'avant-projet sera transmis aux partis politiques pour un vote au Parlement avant d'être soumis à référendum 50 jours après son adoption. Malik, l'avant-projet de constitution est consultable sur Internet et il y a plus d'une modification. Elles sont vraiment nombreuses. Parmi elles, la limitation du mandat. Désormais, il n'est renouvelable qu'une fois. Oui, on revient à la situation de 2008. Bouteflika avait fait un peu en 2008 une constitution à sa mesure pour se représenter et donc à continuer sur un troisième mandat et un quatrième actuellement. Donc oui, il y a des dispositions qu'il faut saluer. Il y a cette limitation des mandats, il y a la promotion de la langue berbère, la langue tamazight, et c'est une chose qui est positive. Il y a aussi la création d'une instance pour la surveillance des élections. Donc ça va dans le bon sens. Alors maintenant, je comprends parfaitement le scepticisme de certains. Pourquoi ? Parce qu'il faudra attendre si cette constitution, quand elle sera officialisée, quand elle sera adoptée, est-ce que les mesures vont être mises en œuvre ? C'est ça le problème majeur. Vous savez que dans, par exemple, l'instance qui est chargée de surveiller les élections, il y a beaucoup de ses membres qui sont nommés par le président de la République. Donc ça peut justement, à juste titre, irriter l'opposition qui demande un peu plus d'ouverture.
Il y a des points qui sont positifs, mais le problème, c'est l'inconnu qui va, je pense, venir derrière. Est-ce que le pouvoir va vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va faire preuve? Il va prouver son ouverture. Il l'a juste décrété. Mais est-ce qu'il va le prouver? Est-ce qu'il va prouver cette ouverture? On verra bien. On est quand même dans une ère un peu particulière en Algérie. On est dans une ère un peu de fin de règne, même si on est là à la deuxième année du mandat du président Bouteflika. Il est affaibli, donc la stabilité de l'Algérie est importante. Donc il était nécessaire quand même de revenir à une légalité, je dirais, constitutionnelle, pour pas, même si le terme est un peu fort. Je pense que l'Algérie a besoin d'une démocratie solide, non pas pour elle-même, mais aussi pour toute la région. Parce qu'une Algérie qui serait instable, ça serait catastrophique pour l'Afrique du Nord. On a besoin d'une Algérie stable. Donc moi, je reste positif. Maintenant, il faut voir si les dispositions qui ont été mises en place ou qui vont être adoptées vont vraiment être concrétisées sur le terrain. Alfred, avec cette chute du prix du baril, on a beaucoup parlé de la diversification économique pour l'Algérie. Et justement, cette diversification est inscrite aujourd'hui dans la Constitution. C'est en tout cas un bon début. Oui, c'est un bon début, mais c'est un enjeu majeur pour l'Algérie, justement, de diversifier son économie. On voit bien aujourd'hui que toutes les économies de rente sont en train de prendre un coup sérieux depuis la chute du cours du baril. Aujourd'hui, on en est à $33 le baril. Ça veut dire que toutes les réserves de tous ces pays rentiers du pétrole sont en train de s'effondrer. Et que donc, pour repartir, pour relancer de nouveaux projets d'investissement, etc., on a besoin justement de sortir du tout pétrole, pour entrer tout hydrocarbures, pour entrer vraiment vers d'autres secteurs. On le dit souvent ici, le tertiaire, le numérique. Il y a l'agriculture où il y a des potentialités énormes. Et donc, je crois que c'est bien que ça soit constitutionnalisé. Maintenant, ceux qui arriveront demain, auront-ils la volonté politique? Comme le disait Malik Sedi, tout est dans la volonté politique de traduire dans le concret de l'action politique, justement, de cette constitutionnalisation d'un certain nombre de choses. Malik, la condition de la femme a souvent été pointée du doigt. En Algérie, on va me dire qu'elle a souvent été critiquée. Aujourd'hui, dans cet avant-projet de nouvelle constitution, la parité homme-femme dans la société et en entreprise est inscrite. Oui. Alors c'est une belle chose de l'avoir mis dans la Constitution. Vous savez que de toute façon... Il y avait déjà eu un travail qui a été fait en amont il y a quelques mois, quand ils ont criminalisé quelques mois justement... et même quelques années. Il y a eu des dispositions dans le Code de la famille qui étaient discriminantes et qui ont été abolies. Et comme je le dis souvent ici, l'histoire de l'Algérie est liée aux femmes. Ce sont toujours les femmes qui ont créé un véritable mouvement. Lors de la guerre de libération nationale, les femmes étaient impliquées. Beaucoup de femmes ont défendu la souveraineté de l'Algérie. Et les femmes sont de plus en plus nombreuses à l'université, elles sont majoritaires, elles sont de plus en plus présentes dans la vie active. Donc même si la loi les pénalise, sur le terrain, elles vont bousculer les choses. Et je suis très positif sur ce point-là parce que l'avenir en Algérie est très lié à la condition féminine et à la femme qui, justement, est de plus en plus impliquée dans les réseaux associatifs, dans l'économie, comme je viens de le dire, et dans la politique. On a 30% de femmes maintenant à l'Assemblée nationale. Et c'est l'un des taux les plus élevés sur le continent africain et dans le monde. Donc il faut saluer cette progression-là. Je pense qu'il y a encore des dispositions qu'il faudrait améliorer, mais ça viendra avec le temps. Et il est peu connu des Burkinabés. Il a passé la majorité de sa carrière dans les institutions financières ouest-africaines. Le technocrate Paul Kaba Thiéba a été désigné par le président du Burkina Faso, Roch Kaboré, Premier ministre. Il est désormais en charge de former un gouvernement capable de mener à bien la politique générale du président. Récemment lu, c'est un reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Lizelsi Akizimana. Quelques jours après son investiture, le président élu, Roch-Marc Christian Kaboré, a porté son choix sur Paul Kaba Thiéba, administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UEMOA à la BCEAO, pour diriger son nouveau gouvernement.
Paul Kabatieba, au cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest depuis 1993, a contribué à la conception et à la réalisation de la titrisation des concours consolidés, à la mise en œuvre du marché monétaire approfondi, à la gestion du dispositif des réserves obligatoires dans ces institutions. Monsieur Paul Kabatieba, c'est un monsieur qui n'est pas tout à fait connu ici au Burkina Faso, mais les petites informations qu'on a sur lui, c'est que c'est tout simplement un économiste. Et pour ce qui concerne son militantisme politique, il y a très peu d'informations par rapport à cela. Donc, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est un technocrate, comme le demandait une certaine partie de la population par rapport au profil du prochain Premier ministre. Le lundi, on aura les membres du gouvernement et le Premier Conseil des ministres est attendu, mais ce sera tout simplement un gouvernement de travailleurs, voilà, des gens qui sont prêts, des gens qui ont la capacité de développer, de travailler au développement du Burkina Faso. Natif de Bobo-Dioulasso, à l'ouest du Burkina Faso, Paul Kabatieba a, avant sa nomination au poste de Premier ministre, contribué à l'élaboration du cadre réglementaire régissant les émissions de bons du Trésor et des autres titres de créances négociables dans l'UEMOA. Le Premier ministre devait avoir un profil à la fois politique et également du développement. Tel qu'on voit déjà, celui-ci est plus ancré dans les questions de développement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, que sur les questions purement politiques. L'un dans l'autre, il faut quand même lui accorder cet état de grâce lui permettant de mettre en place un dispositif pour répondre aux attentes du pays, période à l'issue de laquelle on pourrait voir également si c'est un bon choix ou pas. Son gouvernement est attendu dans les prochains jours, le premier conseil des ministres pouvant se tenir dès mercredi 13 janvier 2016. Paul Kabatieba dispose de 30 jours pour faire une déclaration de politique générale devant la représentation nationale, une obligation constitutionnelle. Et un nouvel éditorialiste a pris place autour de ce plateau. Il s'agit de Jemal Taleb. Jemal, bienvenue. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Je vais vous laisser les premiers mots suite à l'annonce du nouveau Premier ministre au Burkina Faso. C'est une surprise parce que du coup le président Kaboré a choisi un technocrate. Il a parmi ses qualités, c'est qu'il est formé à Grenoble, ça c'est une bonne chose, c'est strictement personnel. Et puis, mais à côté de ça, c'est le pur produit des élites françaises. Il a fait une belle carrière à la Caisse des dépôts, il a fait une belle carrière de technocrate dans le domaine des finances. Je ne sais pas s'il correspond au personnel politique, mais je crois que le président Kaboré a choisi plutôt de puiser dans le vivier de ce qui a fait la révolution de 2014, d'octobre 2014. Et puis il a choisi finalement, visiblement, compte tenu de la coloration de son assemblée, de prendre quelqu'un qui n'a pas un marquage politique en tout cas, qui est plutôt un marquage politique plus neutre, et qui finalement satisferait à peu près à toute la classe politique telle qu'elle est. Et puis visiblement c'est quelqu'un qui ne traîne pas de casserole comme on dit, qui fait l'unanimité un peu aux yeux de tout le monde, et donc en définitive c'est probablement l'homme de la situation. Enfin les défis qu'il attend sont énormes parce que fini la récréation, les élections sont terminées, la révolution est encore là, mais enfin, en tout cas, les aspects festifs de la révolution sont terminés, le coup d'État derrière nous, face maintenant aux choses sérieuses. La sécurisation des frontières, le travail, l'économie, la croissance, la situation va très mal, les relations difficiles avec le Côte d'Ivoire voisine. Donc je veux dire, ce sont tous ces éléments, tous ces schémas-là qui vont être très pénibles pour le président et le Premier ministre donc nouvellement nommé. Et donc, on verra bien ce que nous réservera le futur. Le président Christian Kaboré est un homme d'une grande expérience, d'une grande culture. Il est le produit sans doute de la technostructure burkinabé, mais c'est un homme qui a su se montrer utile quand il le fallait. C'est un homme qui a su rompre lorsqu'il a fallu rompre. Et donc, je pense que sur le plan politique, il est l'homme de la situation. À côté, il choisit un Premier ministre qui est un technocrate. Ça a un sens absolu. Je leur souhaite bonne chance. Alfred, que pensez-vous justement du CV de ce nouveau Premier ministre? Ses études de finance en France et 20 ans à la BCAE, cette formation de banquier, une force quand on est en charge de la gestion d'un gouvernement? Bon, je ne sais pas, Amira, si c'est une force ou une faiblesse, mais ce que j'observe, c'est, d'une part, c'est quelqu'un qui doit rassurer,
les financiers de l'Afrique de l'Ouest, qui doit rassurer les financiers internationaux, en l'occurrence les grandes institutions de Bretton Woods, puisque ce sont des institutions prêteuses et puis donc qui veillent justement entre guillemets à l'orthodoxie économique, à la maîtrise des budgets des pays. Ça, c'est un. Maintenant, la deuxième chose, c'est les défis qui l'attendent au niveau du Burkina Faso. Ce sont vraiment des challenges très importants. Je crois qu'on en a énuméré quelques-uns ici, notamment le travail, l'emploi de la jeunesse, parce que c'est ça qui a été au cœur justement de toute la révolution actuelle. C'est l'assainissement de la vie publique, c'est l'assainissement de l'économie, et donc c'est aussi, on l'a souvent dit ici, la diversification de cette économie et la mise à disposition, en tout cas de la jeunesse, des moyens de son intégration dans le marché du travail. C'est là-dessus que va se jouer, en tout cas, son avenir politique à lui, mais aussi la suite du mandat de Roch Marc Kaboré. Et si, effectivement, il réussit, tant mieux, c'est ce qu'on lui souhaite. Sa virginité politique est aussi quelque chose d'intéressant, justement. Ça permettra, au fond, d'éviter ce qui s'est souvent passé dans le passé par rapport aux autres ministres qui ont été en place pendant les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Burkina Faso. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.